sommes le 16 juin 1996. Le journaliste Nicolas Maillard intègre le comité directeur de l'Institut Métapsychique International, la plus ancienne fondation de parapsychologie en France. À 27 ans, il prend directement la fonction de secrétaire général, car le jeune homme compte déjà plusieurs années de spécialisation dans le journalisme parascientifique. Après avoir participé au festival Sciences Frontières, il était devenu le principal enquêteur de la revue Mystère, magazine dérivé d'une émission de divertissement diffusée par TF1. Les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. L'émission connut 20 numéros jusqu'en juin 1994 et marqua toute une génération, car ses reportages et reconstitutions d'événements soi-disant paranormaux, commentés en plateau par des savants de tous bords et des praticiens du paranormal, plongeaient le public dans le grand bain de l'étrange. Comme l'a écrit son présentateur Alexandre Balou, cette émission pouvait engendrer des effets secondaires, à savoir amener les gens à se questionner, à accepter d'être troublés, à accepter de remettre en cause les explications reçues de tout temps. À son arrêt va démarrer une autre émission, X-Files, aux frontières du réel, qui reprit les mêmes thématiques sur le mode avoué de la fiction. En kiosque, le magazine Mystère se donnait pour but de vulgariser les travaux scientifiques méconnus sur ces questions fascinantes, ovnis, état modifié de conscience, facultés psy, archéologie mystérieuse. Collant d'abord au reportage présenté à la télévision, le magazine se décala rapidement pour apporter un contenu original et fouillé. Maillard était quasiment responsable de la moitié du contenu du magazine. Chacun de ses articles s'achevait sur une bibliographie indiquant les meilleurs travaux en français sur le sujet qu'il venait de vulgariser. Enquêteur hors pair, son style visait une certaine neutralité, par la présentation systématique des arguments contradictoires, dans une recherche d'équilibre, tout en concluant sempiternellement par des points de suspension. C'est avec le même esprit d'enquête qu'il aborde son rôle à Limy. D'après les témoignages que nous avons recueillis, il apparaît clairement que l'âme de ce lieu le fascine. Il se promène au milieu des ouvrages, ouvre les cartons d'archives, laissés à l'abandon, se lie d'amitié avec les plus anciens et projette d'en écrire l'histoire. Cependant, une fois à l'intérieur, ce qu'il constate du fonctionnement de Limy l'inquiète grandement. Très vite, son enquête ne porte plus sur les mystères de la parapsychologie, mais sur ceux propres à la Fondation. Il est l'observateur d'irrégularités et de malversations qui l'incitent à demander des comptes et à renverser la situation grâce au soutien de plusieurs amis et du ministère de tutelle. Limy se cherchait vraisemblablement une nouvelle identité plus légitime, une carte de visite qui lui ouvrirait les portes des laboratoires mainstream et des subventions officielles qui lui échappaient jusqu'à présent. Mais cela semblait se faire au mépris de la métapsychique des temps passés, dont les plus fidèles représentants furent progressivement remerciés. Un nouveau nom fut même temporairement adopté quand Limy se rebaptisa Institut de neurophysique. Que fallait-il faire de cet héritage si sulfureux et si honteux ? Soutenu par des parapsychologues français et étrangers, Maillard va travailler à reconstruire la fondation en réconciliant le passé et le présent. Il propose au psychologue américain Mario Varvoglis d'en prendre la présidence, lui qui avait travaillé à plein temps en parapsychologie expérimentale dans le Psychophysical Research Laboratories de Princeton. En 1999, Maillard prend la fonction de directeur de cette TIMI renouvelée, mais il ne l'occupe pas longtemps. L'année suivante, il meurt d'un cancer foudroyant à seulement 31 ans. Le parcours de ce journaliste scientifique l'a conduit à redécouvrir la parapsychologie et à se prendre d'affection pour Limy. Il consacra une grande partie de son énergie à remettre la fondation en ordre de marche et à préserver ce patrimoine. Mais le fait d'avoir à dépoussiérer cette parapsychologie française en crise identitaire nous renseigne sur le destin étrange de cette discipline. Elle n'occupait plus du tout la place prestigieuse qui avait été la sienne par le passé. Comment un scientifique des années 1990 pouvait prendre au sérieux des émissions de divertissement ou des ouvrages de vulgarisation à gros tirage ? L'écart avec le développement de la parapsychologie académique à l'étranger nous interroge sur tout ce chemin parcouru, toutes ces bifurcations qui ont repoussé la parapsychologie française du côté de la légende.